Donc, Rodo, est-ce que tu pourrais nous expliquer ta relation avec Jean Prouvé et le point de départ? Ben, c'est une question pas difficile, mais très longue, parce qu'en réalité, j'habite l'atelier de Blainmanteau, que c'est l'atelier des Prouvé qu'il avait à Paris dans le quatrième. Et c'est curieux, je suis arrivé là, j'ai habité avant dans un appartement qu'il m'avait laissé Henri Siriani, l'autre, toujours des architectes, euh, rue de Tournon. Et ça, c'est un appartement superbe, mais pour des raisons internes à l'immeuble, j'étais obligé de partir, puisque la vie devenait très compliquée dans cet immeuble de rue de Tournon. Et j'ai demandé à une amie de me chercher un appartement ou un lieu superbe pour habiter, puisqu'il fallait déménager. Mais je lui ai dit qu'il fallait que ce soit un lieu extraordinaire. Autrement, ça ne m'intéressait pas parce que j'ai habité dans un appartement qui était déjà vraiment sublime. 3 jours après, elle m'a rappelé. Elle me dit, ça y est, Rodolphe, j'ai trouvé ce que tu cherches. Je me suis dit, c'est impossible. On ne peut pas trouver un truc sublime en 3 jours. Donc, je lui ai dit, bon, bah, tant pis, je vais le visiter. Je lui ai donné rendez-vous. Oh, elle m'a donné rendez-vous tôt le matin, parce qu'après, il fallait que j'aille travailler. Donc, je monte les escaliers. C'est un bâtiment qui ressemblait beaucoup là où j'ai habité, parce que c'est deux bâtiments du 18e. Il est un peu plus vieux que là où j'ai habité. Et donc, je rentre, elle ouvre la porte. Je rentre juste parce qu'on arrive par les. C'est un duplex, on arrive par les hauts. Donc, je regarde ça comme ça. Et je lui dis, c'est bon, j'achète. Elle m'a dit, Rodon, on ne peut pas faire ça. Comment on ne peut pas faire ça? Il m'a dit non, parce que normalement, dans la déontologie de la vente d'un appart, les clients doivent visiter l'ensemble de l'espace. Je lui dis oui, mais à moi, ça me suffit. Là où j'étais, d'ailleurs, c'est l'image qu'on voit dans tous les livres éprouvés. C'est la même que j'ai eue dans cet appart. Il m'a dit non, 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 tu dois descendre. Tu dois aller partout. Et une fois que tu as tout visité, on peut faire la vente. Parce qu'autrement, il y a un problème déontologique, etc. Alors j'ai visité partout, mais comme ça, en 2 minutes. Et après, je suis rentré. Ça, c'était à 9 h du matin. À 11 h, je l'avais acheté. Évidemment, elle m'a dit, voilà, ça a été aménagé par un architecte. Ça se voyait, parce que cet espace, c'est le rêve d'un architecte. Un grand espace cubique, très haut sous plafond, une mezzanine, un escalier ouvert. Et ça, c'est le rêve de tous les architectes. Ça, c'est le premier projet que les jeunes architectes font quand on leur demande de faire un espace. Donc là, c'était vraiment... mais c'était masqué, évidemment, par les aménagements qui existaient. C'était des meubles de style. Il y avait très peu de la trace que j'ai réussi à en avoir après. Et bon, mais le temps est passé. J'étais content de ça. Les jours de la signature, pour un problème de photocopieux, enfin des photocopies qui manquaient, et la vendeuse, enfin l'agence est partie faire les papiers et je suis resté avec l'ancien propriétaire en tête à tête qui me dit ah je suis content que vous soyez architecte parce que et comme ça l'appartement va passer des architectes en architecte. Il dit ah oui oui on m'a dit que c'était mais il me dit oui oui c'est un architecte. J'ai acheté ça à la fille Prouvé. Il m'a dit ça et je suis resté de marbre. Parce que je me suis dit, lui, il ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire l'atelier d'éprouvé par rapport à un appartement? Et moi, je me suis dit, mais si j'ai fait un geste de ah, qu'est-ce que j'ai. Soit il ne signait pas, la signature n'était pas faite, et donc les prix étaient plus les mêmes du moment que j'ai su que c'était ça. Donc on a signé, je suis parti. Merci, merci. Et à la place de rentrer au bureau, parce que c'était vers midi, je suis parti en courant chez moi, retournant à nouveau.
les escaliers, j'ai pris le bouquin, la monographie d'Éprouvé que j'avais pour voir si c'était vraiment lui. J'ouvre les photos. Il y avait la photo que j'avais vue en arrivant, lui en parlant, mais c'est son livre classique. Et là, je me suis dit, oh, bordel. Et à partir de là, je suis passé un nouvel appartement à un lieu magique. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais là-dedans? La première chose, ma première réaction, ça a été des joies. Je me suis dit, oh là là. Après, j'ai commencé à piocher à travers les décors de l'ancien propriétaire. J'ai trouvé tous les détails, après, avec toute ma documentation, la petite revue de l'acier qui relate tous les ouvrages. J'ai retrouvé tous les détails, les portes. J'étais vraiment... J'ai enlevé de la formica sur la cuisine et j'ai trouvé à nouveau la couche prouvée, etc. C'était un phénomène. Et après, je me suis dit, il faut que je me renseigne. Donc, j'ai approché une séance à l'Institut de l'architecture qui était juste à côté de mon appartement au tournant à l'époque. Et je me suis présenté à une réunion des amis d'Éprouvé qui avaient une séance, une assemblée quelconque. Et j'ai demandé leur aide. J'ai acheté l'atelier d'Éprouvé et je voulais connaître comme c'était avant pour... on m'a dit, mais tu es fou, Rodolphe, l'atelier d'Éprouvé, ça n'existait plus depuis des années, ça s'est perdu. Comment que c'est perdu? J'ai dit, mais j'habite là. Ah bon. Et c'était à la même époque, le pavillon de l'Arsenal préparait la grande expo d'Éprouvé. Je crois que c'était le centenaire de sa naissance, je crois, à peu près. Et ça, je ne le savais pas. Par contre, j'ai rencontré à la galerie de l'architecture, une fois que j'habitais déjà à l'atelier d'Éprouvé. Ça veut dire que j'appelle le Bas-Manteau. Je suis passé de la route de l'IFA à la galerie. Donc, j'étais toujours comme ça dans le monde de l'architecture. Et j'ai rencontré un jeune architecte qui avait travaillé à l'agence. Il faut que je vous dise aussi que je suis donc Rodotis Nadeau, un associé d'Architecture Studio. Je suis architecte. Je suppose que vous avez déjà compris, mais c'est mieux de l'expliquer comme ça. Et je vais à la galerie de l'architecture pour voir un vernissage. Et là, je rencontre un ancien architecte qui avait travaillé à l'agence. Oh, comment vas-tu, etc. Les architectes, quand ils se rencontrent, ils ne parlent pas toujours d'architecture. Donc, qu'est-ce que tu fais? Voilà, comment va l'agence et tout. J'ai dit, nous, ça va comme d'habitude, très bien. Et toi? Moi, je suis ravi. Je prépare les grandes expos d'Éprouvé à l'Arsenal. J'ai dit, bon, c'est une très bonne idée, tu sais, parce que je viens de déménager dans son atelier. Et alors, il me regarde comme ça. Lui, il faisait 2 ans qu'il travaillait sur les fonds de l'architecture, les fonds d'Éprouvé, les catalogues étaient imprimés, les panneaux de l'expo étaient déjà tout prêts et le montage de l'expo commençait. Et je lui ai dit, mais c'est dommage que tu connaisses pas ça parce que j'habite son atelier. Pareil, la même réponse on dirait que c'était l'esprit de la chose. Elle me dit, mais l'atelier d'Éprouvé est disparu depuis des années. Il est mort en 1984. Maintenant, c'était 2000. J'ai acheté ça en 2000. Peut-être c'était 2001, quelque chose comme ça. Il me dit, ça n'existait plus. Je dis, mais tu as tort. Je dis, parce que à 200 mètres d'ici, tout est là. Entre-temps, j'avais eu le temps d'enlever les couches de l'ancien propriétaire, remettre les éléments, parce qu'il y avait tout le mobilier. Et l'autre propriétaire m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de toutes ces choses-là? J'habite pas ici, je suis à l'étranger. Vous avez beaucoup de boulot à faire, parce qu'il faut transformer cette espèce de bureau en logement. Il dit, oui, bien sûr, je vais faire
ça. Et, et alors, il n'a pas voulu venir. Par contre, le lendemain, la directrice de l'Arsenal me téléphone furieuse. Elle me dit, mais Rodo, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est cette histoire que tu habites l'atelier de Prouvé et que l'atelier de Prouvé existe? J'ai dit, mais si tu veux venir, tu peux le voir. Viens le voir, il est prêt. Il me dit, tu dis vrai? J'ai dit, mais comment? Je ne vais pas te raconter des salades. Simplement, comme il y avait si tu fais une expo sur Prouvé, ça serait bien que tu mettes l'extraordinaire salle de bain qui est dans son atelier, l'escalier, que c'est une merveille de technologie. D'ailleurs, hier, vous êtes venu refilmer tout ça et ça va être mis en public. Et il me dit, mais tu dis vrai? Mais je dis, mais écoute. Alors, il me dit, demain matin, enfin, je te rappelle, demain matin, il y a les photographes et les gens qui organisent l'expo chez toi. Je dis, mais volontiers. Ils sont arrivés. Alors, ils sont toutes les photos. Il a fallu donc refondre les catalogues et améliorer les panneaux d'exposition, etc. Et c'est comme ça que c'est sorti. Le fait que, comme ça, tout le monde a su que quelqu'un habite, surtout que l'atelier n'était pas perdu, qu'il existait. Entre-temps, moi, comme je n'ai pas eu l'aide de la documentation officielle, j'ai fait à ma manière. Ça veut dire j'ai enlevé la couche bois brut qu'utilisait Prouvé. Et pour moi, le bois, c'est un matériau extraordinaire. Et une matière aussi, mais par contre, la peau bois, ça me semble à moi, c'est comme c'est pas un élément d'architecture autre que pour la tailler ou pour l'utiliser comme Ando fait, par exemple, pour les sols. Et donc, j'ai passé tout ça comme je fais. Chez moi, tout est blanc. Vous allez voir avec les images. Donc, la seule chose qui n'est pas enfin, l'escalier il n'est pas blanc, je l'ai laissé dans la couleur Prouvé. Ça veut dire il est noir des pastilles des années 50, vous verrez ça dans les images. Et les caissons extraordinaires sont avec l'orange anti-rouille qui donne un contraste, mais tout ça, avant, c'était masqué par une lisse en bois que j'ai tout de suite enlevé puisque je voulais montrer dans des Prouvé. Et c'est comme ça que j'ai un contact avec lui. J'habite en dialogue. Et en plus, après, quelques années après, j'ai commencé à regarder la cour. Et je me souviens que quand j'étais jeune architecte, avec mon patron, on est venu une fois dans cet atelier faire une consultation technique. Parce que Prouvé avait aussi des ingénieurs qui permettaient lui-même ingénieur, et il avait une espèce de consulting de technologie de construction. Ils ont fait ça dans l'agence là où j'ai travaillé, on faisait de la construction métallique à Valence, dans la zone de Lyon, Valence par là. Et on est passé, mais dans ma tête, et on passait par un couloir très serré qui est donné dans un fond presque rez-de-chaussée. Mais c'était un souvenir déjà aux années 2000, d'une trentaine d'années avant. Donc ça, c'est un peu dans le brouillard. Il faudrait peut-être savoir, avec ma collègue japonaise qui a travaillé là, je vais la rencontrer bientôt. Je crois qu'elle va parler avec vous bientôt. Enfin, après moi. Et on va discuter parce que peut-être elle sait s'il y avait d'autres dépendances dans les mêmes immeubles pour travailler ou autre. Ça, c'est Et après, donc, j'ai passé des années à décortiquer, par exemple, il y a une banquette qui était à la mezzanine de l'appartement.
dans un coin du balcon. Enfin, il y avait une banquette avec son matelas noir et il était en bois noir, comme dans les images. Et c'est un cadeau aussi que l'ancien propriétaire m'a laissé dans les meubles de Prouvé. Et je l'avais gardé vraiment là où je l'avais trouvé. Parce que j'avais ce respect pour... Mais après, je disais, mais je ne vais pas dormir là, ça ne sert à rien, les amis ne vont pas être sur le balcon. Donc, petit à petit, j'ai dit, bon, il va falloir sortir ça. Après, j'ai séparé la banquette du matelas lui-même, donc des évolutions, parce que la banquette était en bois et le matelas noir, comme tu pouvais. J'ai dit, bon, non, la banquette bois, ça avait les mêmes défauts de tout l'ensemble, donc j'ai passé une couche de blanc. Et j'ai séparé maintenant. Là, et il y a aussi un truc extraordinaire, c'est la bibliothèque. C'est une bibliothèque qui fait à peu près 5 mètres par 5 mètres, 5 mètres de large par 5 mètres de haut. Et l'ancien propriétaire, quand il m'a vendu ça, il m'a dit, je vous le laisse parce que qui peut avoir besoin d'une bibliothèque de la sorte? Il faudrait mettre des centaines de livres. Moi, j'en ai 3 ou 4, si je peux faire de ça. Je vous les laisse. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, si ça vous dérange, je l'enlève et je la jette dehors, parce que je vous dois de vous laisser un appartement vide. Non, laissez comme ça va très bien. Et donc, lui, il avait déjà chanfreiné les tranches, parce que Prouvé utilisait toujours les matériaux, les panneaux qu'il achetait à côté au BHV. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut continuer le traitement de la maison avec tous les matériaux qui sont au BHV, qui se trouvent à 200 mètres. Donc, pendant un an, j'y allais, je prenais du bois, les mêmes trucs, etc., pour remplir et tout. Et toujours, j'ai m'approprié donc de cette la peau Prouvé, je l'ai transformée en la peau Rodon, on passait une couche de blanc. Et c'était comme ça, voilà. Et la cuisine, la salle des bains, ça, par contre, je n'ai pas touché, c'est tellement extraordinaire. Et ça, c'est comme c'est politique qui se regarde toujours dans la glace en pensant d'être le président de la République. Moi, je me regarde dans la glace en disant, voilà, ici, c'était comme Jean Prouvé l'avait fait. Et donc, moi-même, je nettoie petit carreau par petit carreau. Et les gens, quand je présente l'appart à des visiteurs, ils me disent, mais c'est curieux, pourquoi tu as refait ça comme c'était les années 50? Je dis, je n'ai pas refait, je n'ai pas touché. Bon. À moins que tu voulais nous faire une toute petite conclusion sur ça ou pas? Je ne sais pas. S'il y a quelque chose que je dois compléter. Juste tu as parlé de tout ce qui est archéologie, oui. Archéologie prouvée. Peut-être personnellement, ce que ça représente. Bon, on a un petit à travers la glace. De vivre chez lui? Non, ça c'est après. Non, pour conclure, c'est finalement, là c'est plus l'archéologie, de garder les choses, etc. Mais bon, tu l'as un peu suggéré avec la glace dans la salle de bain. Mais bon, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce côté subjectif un peu de manière personnelle? D'accord. Donc... Rapidement, parce qu'après on a 3 questions, mais les 3 autres questions, tu pourras les faire plus... Oui, tout à fait. Mais alors, il faut... Parce que je sais pas... Voilà, il faut imaginer, il faut aussi comprendre que l'atelier Prouvé, lui, il a investi un bâtiment du 18e. Ce n'est pas un espace comme... c'est pas un espace Prouvé, ça veut dire la technologie, elle est ponctuelle dans quelques éléments. En général, quand on va dans du Prouvé, on a la technologie moderne, enfin de la contemporanéité, de la technologie des panneaux et tout ça, partout. Dans son atelier, il y a des points. Le reste, évidemment, il a transformé
J'ai pas fait vraiment l'étude de comment c'était le bâtiment avant, mais il a supprimé des cloisons, des éléments. Il a remplacé ça par des grands porteurs métalliques et il a créé une mezzanine, etc. Mais la présence des pruvets, elle est dans l'espace, elle est constante. Simplement, c'est à découvrir et petit à petit, ça s'intègre et je suis là dans un cube magnifique qui est complètement étranger à une architecture du XVIIIe siècle. Donc c'est un saut des quelques siècles qui permettent de voir l'intervention de Jean Prouvé là aussi. Évidemment, je me suis intéressé à Prouvé pas simplement à partir du fait que j'ai acheté son atelier par une chance comme ça, au hasard, mais je me suis intéressé à lui parce que c'est quand même une figure comme Corbu, c'est des jeunes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas les titres d'architecte et qui ont voulu faire l'architecture. Et ça, en France, c'est très difficile. Et pas simplement en France, dans le monde entier. Pour être architecte, il faut avoir un diplôme d'architecte. Et moi, je le sais moi-même, puisque je suis donc péruvien d'origine. Je suis un architecte français, né au Pérou, qui a étudié au Pérou. Et pour être architecte, il faut donc avoir un diplôme français ou être inscrit à l'ordre. Et si on n'a pas ça, c'est un effort que je suppose que l'énergie de Jean Prouvé, il s'est battu contre la partie institutionnelle sur le fait qu'il a été toujours collé à des architectes pour faire l'architecture, parce que lui-même, sans titre, il ne peut pas construire. Hein. Même un génie comme lui, il n'a pas fait les démarches qui sont toutes faites par d'autres. Hein. Je nomme Siriani, c'est pareil. Hein. On a eu la chance de réussir par les décrets, par des autres instances, c'est inscrit à l'ordre des architectes et pouvoir construire. Lui, il a perdu beaucoup d'énergie à ça, se battre avec des collègues qui s'étaient beaucoup. Il était déjà un architecte, on peut l'appeler comme ça, très contemporain et d'avant-garde, avant-garde technologique. À l'époque, aux années 40 jusqu'à les années 50, les architectes étaient des archaïques en général en France. Et donc lui, il s'est battu pas simplement contre le fait qu'il fallait faire avancer la technologie, il s'est battu aussi contre ses collègues qui étaient adossés à lui pour faire des bâtiments et qui soit n'ont pas réussi, soit n'ont pas compris. Et il a fini pour faire des morceaux de bâtiments. Il y a comme ça des collaborations. Par exemple, si son ministère de l'Éducation avait été construit, c'était une avance sur le système français de fabriquer des tours, des bâtiments hauts. Et lui, il a travaillé à la Tour Nouvelle, etc. Il a fait la peau des choses. Et après, il a fait une série des petits bâtiments et des plus grands. Par exemple, à Évian, les syndicats d'initiative sont d'une beauté de partout, parce que c'est à la fois technique, il y a à la fois organique, non, il y a la matière, il y a tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte, mais évidemment, il a pas mal de son énergie qui doit être versée pour l'architecture à 100%. On doit se détacher des embêtements périphériques, parce qu'autrement, l'architecture étant
une machine des mises en matière dont l'architecte doit gérer cet énorme volume et cet énorme poids. Et son intervention, elle est très importante, mais très petite. Donc, si on n'a pas la santé ou une énergie capable de maîtriser les volumes qui est en train de se mettre en place dans ces ouvrages, il n'a plus la possibilité de gérer au mieux. Donc, bon, pour rebondir sur l'idée ne jamais copier, ne jamais plagier, qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à... Ça, c'est... donc, cette question, elle est déontologique, elle est morale. Et c'est un peu nécessaire, c'était un peu nécessaire aux années terribles du passage de l'architecture du 19e siècle au 20e siècle. Donc, tous les architectes qui ont fait ces transferts d'arriver à l'architecture moderne, ou contemporaine, c'est difficile à savoir, ont été obligés d'utiliser des slogans et des phrases totalitaires. Par exemple, comme Mies van der Rohe qui dit « le moi c'est le mieux » ou « c'est le plus », etc. Et l'autre qui dit « il ne faut jamais copier, jamais répéter ». Mais ça, c'est des situations, des politiques fortes, comme les républicains espagnols qui disaient no pasarán. Ou Che Guevara qui disait mort libre, des choses comme ça. Ça, c'est donc des déclarations héroïques. Et évidemment, ça sert aussi, chez nous, chez Architecture Studio, c'est une règle, c'est jamais répéter les bâtiments. On doit innover à chaque fois. Donc, il y a une ligne de recherche chez nous et une fois qu'on est arrivé à aboutir une ligne, ça veut dire qu'on a réussi à construire un bâtiment, on essaye de ne pas le répéter, puisque dans la répétition, il y a la mort. Donc, lui est prouvé, il s'est battu aussi contre le moulin et les forces périphériques, évidemment, avec cette force de ne pas se répéter et pas imiter. Ça, c'est un peu trop, parce qu'en réalité, l'architecture est comme tout ce qui est, pas simplement... Peut-être la technique, elle est innovante à 100%, mais l'architecture, comme c'est les côtés artistiques de l'architecture, c'est l'autre... Il n'y a pas que la création technique ou intellectuelle de l'architecture. Il y a aussi la réutilisation des matériaux, la réutilisation des espaces, et ça, quoi qu'on veuille, les créateurs reprennent ce qui vient d'hier. Et c'est comme si lui-même, quelqu'un qui dit ça, il ne faut pas imiter, il ne faut pas se répéter, ça se coupe aussi du futur. Ça veut dire que son travail lui-même, il faudrait le mettre en cloche, sur cloche et pas s'en servir. Donc, ces phrases héroïques, à un moment donné, il faut les garder comme dans l'histoire. Et donc, pour continuer dans les phrases héroïques, moins d'esthétique, plus d'éthique. Oui, ça... C'est héroïque. Tu peux reprendre la phrase, Redo. Reprends la phrase aussi. Ah oui. Alors, moins d'esthétique... Tu peux la prendre dans l'autre sens. Oui. Moins d'esthétique. Il faut juste que tu fasses attention avec tes chaussures parce que c'est ça qui fait plein de bruit aussi. Ah oui, la phrase exacte, c'est moins d'esthétique. Moins d'esthétique, plus d'éthique. Mais on peut la prendre dans l'autre sens. Plus d'éthique, moins d'esthétique. Oui. Moins d'esthétique, plus d'éthique. Et je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a écrit ou lancé cette phrase, mais on dirait qu'il s'est adressé à des époques postérieures
à la sienne, enfin, comme les postmodernismes, par exemple. Que là, à ce moment-là, il n'y a plus d'éthique. Il n'y a que de l'esthétique totale. Et donc, c'est une phrase que, heureusement, elle est plus juste que la première que j'ai déjà développée. C'est parce qu'elle elle est nécessaire. Il faut rentrer dans l'architecture. C'est ça la grosse difficulté de notre travail. C'est qu'il y a il y a une technique, il y a un produit qu'il faut sortir, qui soit logotypal, qui soit reconnu et qui soit à la fois moralement et cet élément d'éthique, c'est l'économie des moyens, c'est la réponse au programme, tous ces éléments qui sont indispensables à ce qui s'appelle la valeur d'usage. Et les architectes nous sont toujours enveloppés de ces choses-là jusqu'où on viole les choses pour pouvoir créer ou innover, ou faire différent, ou faire mieux. Et évidemment, dans son travail, dans le travail de Jean Prouvé, l'éthique est partout. On voit que, et d'ailleurs, l'éthique de Prouvé, elle n'est pas suivie par les gens qui font de la diffusion de son travail, puisque un banc ou un élément très économe de ses qualités, imprimé un petit banc d'école ou un élément qu'il a fait dans une morale et une esthétique terrible, enfin d'une grande force, devient des objets commerciaux à des prix dingues. Et donc à partir de là, où est l'éthique? À quel moment on la met sur cloche? Et à quel moment un banc ou un meuble ou un morceau d'architecture de Prouvé devient un objet marchand qui est sur cloche et qui est vendu comme de l'or en paille, enfin en écaille.